Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la zone d'influence, votre podcast dédié au leadership, à l'inspiration et au parcours de ceux qui façonnent notre génération. Aujourd'hui, nous recevons une voix, une signature qui, par son talent et son charisme, défraie toutes les chroniques. Maître de cérémonie d'exception, journaliste aguerri, artisan de la parole, il a prêté sa voix à de nombreuses personnalités, transformant chacune de ses scènes en des moments mémorables. Il est également l'auteur de l'ouvrage La maîtrise de cérémonie, c'est pas sorcier, un livre devenu tout de suite viral et une véritable boussole pour tous les passionnés de ce art. Aujourd'hui, il vient transmettre, et ce, avec générosité, et je vous rassure que ce sera une masterclass. Merci d'accueillir avec élégance et considération Mister Colombo, le président fondateur de Colombo Group et de la génération Colombo. Alors, merci d'être avec nous, Mister Colombo. Nous sommes très contents de vous recevoir dans la zone d'influence. Est-ce que vous Merci. avez un mot à rajouter? Non, très, très heureux d'être sur ce plateau. D'accord. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir, sinon décrire ce personnage que vous incarnez, que le commun des mortels signifierait de Mister Colombo? Cette question revient très souvent. Je me rends compte que les gens sont un peu intrigués lorsqu'ils Oui. entendent Mister Colombo. Mais ça me fait plaisir, ça veut dire que ce pseudonyme-là interpelle. Alors, Mister Colombo vient d'une fiction américaine. Je pense que nos parents connaissent certainement ce personnage-là, Inspecteur Colombo, un film qui a fait parler de lui dans le temps et qui d'ailleurs est diffusé encore aujourd'hui. Alors, j'apprécie beaucoup le personnage principal de cette série, l'inspecteur Colombo. Qu'est-ce que j'apprécie chez lui? Trois choses. Quand vous regardez la série, on se rend compte que c'est quelqu'un de passionné. Il est très passionné par ce qu'il fait. C'est un inspecteur persévérant, quelle que soit la complexité de l'affaire criminelle qu'on lui donne à élucider. Il est persévérant, malgré les écueils qu'il rencontre. Et enfin, il est patient. Il est très patient. Et moi, ces trois valeurs-là sont des valeurs qui sont très importantes pour moi. Passion, persévérance, patience. Donc, je parle des 3 P. Et un jour, j'étais à la maison, quelqu'un m'a fait cadeau d'un blazer. Dans la série, le personnage porte, tu vois les manteaux des inspecteurs, là. Ok. Quelqu'un m'a fait un cadeau, on était en 2019, je crois bien. J'ai porté ce blazer-là et j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un selfie, j'ai dit I am Mister Colombo. J'ai diffusé ça sur mon profil et les gens appréciaient. Ah, Mister Colombo, Mister Colombo. Quelques mois après, je décide de créer une page officielle que j'ai appelée Mister Colombo. Et je me suis dit que c'est là-bas que j'allais communiquer tout ce que je faisais comme activité professionnelle. Et ce pseudonyme est resté sur moi, aujourd'hui Mister Colombo. Et l'acronyme de Mister Colombo, c'est MC. Je suis maître de cérémonie, donc ça va ensemble. Waouh, Voilà, quel joli sobriquet. merci. Alors, est-ce que c'est la qualité d'investigateur de l'inspecteur Colombo qui vous a conduit totalement dans l'univers du journalisme ou bien c'était plutôt une passion pour vous? Non, mon entrée dans le journalisme, cette fois-ci, n'a rien à voir avec l'inspecteur Colombo. À la base, je n'avais jamais imaginé un instant de ma vie faire du journalisme. Ça n'existait pas dans mon esprit. Moi, ce que je voulais faire, c'était devenir avocat. Parce que après le bac, j'ai fait le droit. Et j'ai fait le droit parce que je rêvais de me vêtir d'une toge noire avec le petit double blanc ici, là, être dans les prétoires en train de Défendre. défendre des cas. Et c'est à ça que j'aspirais. C'était ça mon rêve. Je me souviens que maman peut l'apprendre, mon papa n'est plus, mais maman peut l'apprendre aujourd'hui. Je séchais les cours chaque jeudi pour aller au tribunal de Yopougon pour voir tu vois, les séances les séances au tribunal, pour voir les avocats défendre. Ça me plaisait. Et c'est en 2010, alors que j'étais en faculté de droit,
que je rencontre une organisation de jeunesse qui me donne ma chance. Cette organisation-là, c'est IYF, International Youth Fellowship, qui me donne ma chance. Un stage dans une entreprise naissante de communication où était porté un projet de création d'un magazine qu'on appelle Tomorrow. Donc j'y entre en tant que stagiaire et c'est là-bas que je découvre le journalisme. Et c'est là-bas que je me dis, mais tiens, c'est quelque chose que je peux faire. Après une interview, un tournage, je me dis, mais tiens, c'est ce que je veux faire. Et la passion naît. Depuis lors, je travaille dans le journalisme, dans les médias. Aussi, nous savons tous que dans l'univers du journalisme, les difficultés sont en grand nombre. Oui, c'est clair. Alors, quels étaient vos principaux challenges, disons, lorsque vous avez décidé d'aborder ce domaine du journalisme? Alors, les principaux challenges, je pense que ils étaient plus liés à la légitimité de pratiquer ce métier. Parce que tu es juriste, tu arrives sur un terrain qui n'est pas initialement le tien. Tu rencontres d'autres journalistes qui ont fait des études, qui ont fait des écoles pour ça. Donc, il y a un regard sur toi, un regard comment on appelle ça? Des gens, tu es illégitime de faire ce métier-là. Donc, ça, c'est un premier challenge. Prouver, montrer que je n'ai pas initialement fait des études de journalisme, mais je peux pratiquer ce métier à la hauteur à laquelle vous pensez. Je peux avoir le niveau requis pour faire ce métier-là. Ça, c'est un premier challenge. Et ce challenge-là est accompagné de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Où tu as le sentiment que, ah, c'est vrai, hein, on dirait que j'ai pas la carrure, je n'ai pas la personnalité qu'il faut pour faire ce métier. Et ça, il faut dépasser ça, il faut réussir à vaincre ça. Donc, ça a été le premier challenge. Me dire à moi-même que je peux faire ce métier, bien que je n'ai pas fait l'ISTC, je n'ai pas fait ces écoles-là de journalisme ou l'école de journalisme de Lille en France, etc. Il fallait que je puisse me le prouver à moi-même et le prouver aux autres. Ça, c'était le premier challenge. Et après, il y a des challenges relatifs à la pratique même du métier. C'est pas facile. Pratiquer le journalisme aujourd'hui sous nos tropiques, sous nos cieux, ce n'est pas facile. Parce que c'est un métier qui de moins en moins fait rêver. Oui. À cause des différentes difficultés que nous rencontrons dans le milieu. Ce n'est plus un métier valorisé, vous comprenez? Valorisé à tout point de vue. Aujourd'hui, c'est rare de voir un journaliste vivre décemment de son métier. C'est rare. Vous comprenez? Donc, vous êtes un jeune journaliste qui est arrivé sur le marché. Votre boîte est naissante, elle se cherche, comme on dit. Donc, le salaire qu'on vous paie n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Même pour transport, pour aller faire un reportage, c'est compliqué. Je me souviens avoir fait Engrais Pétro-Ivoire, Hôtel Ivoire plusieurs fois à pied, aller-retour, pour aller faire un reportage. C'est arrivé. Donc, il y a ces challenges-là liés même à la pratique du métier. Vous voyez? Et quand vous êtes jeune, que vous arrivez quelque part, on a tendance à vous mépriser, à ne pas vous prendre à votre juste valeur. Donc, ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut être à mesure de dépasser. Des challenges qu'il faut être à mesure de vaincre. Sinon, si vous n'arrivez pas à traverser ces moments-là, il vous sera difficile d'arriver à l'autre bord. Alors que de l'autre bord, il y a le succès, il y a les opportunités. Mais il faut traverser ce fleuve-là d'abord qui est rempli de caïmans, je vais dire ça comme ça. Quelle est la place de la formation pratique et à quel moment vous avez compris que vous avez une véritable influence? Alors, à quel moment j'ai compris que j'avais de l'influence? Au moment où je me suis rendu compte que les métiers de la voix, particulièrement, intéressaient un très grand nombre de jeunes. Moi, je suis arrivé à ces métiers-là, je vais le dire ça comme ça, par accident. Un jour, j'arrive sur un événement, on me dit « Ah, mais tiens, tu es journaliste, le MC n'est pas présent, tu prends le micro. » Je dis « Non, je n'ai jamais fait ce métier-là, je n'ai jamais pris le métier en public, le micro en public, je ne peux pas le faire. » On me dit « Tu peux le faire, on me pousse, et je prends le micro. » Après, s'enchaînent plusieurs prestations.
et ça devient mon métier. Et je suis gagné par l'amour de ce métier-là. Et pendant que je l'exerce, je prends pour habitude de partager ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour. Je vois beaucoup de personnes qui sont enthousiasmées par ce que je fais, par le métier. Et je me rends compte que, mais tiens, il y a quelque chose à partager ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans le métier, on a la pratique, c'est vrai, mais il faut donner une place d'honneur à la formation. Je pense que dans votre question, vous avez parlé de formation. Il faut se faire former. C'est vrai que la formation principale, la plus belle des formations, c'est le terrain. C'est celle qu'offre le terrain. Donc, je le dis très souvent, dans les métiers de la voix, l'excellence se nourrit de la pratique. En pratiquant, très souvent, on devient excellent, naturellement. Mais en plus de cela, si on a des possibilités, des opportunités d'aller se faire former, il ne faut pas rechigner, il ne faut pas cracher là-dessus. Il faut se faire former. Et donc, dans cette petite influence, cet impact que j'ai aujourd'hui sur ma communauté, je fais vraiment l'éloge de la formation. Il faut se faire former, c'est très, très important. Alors, est-ce que vous avez certainement des retours sur vos différents canaux de diffusion? Quels sont les retours que vous avez? Et s'il y a de bons retours, est-ce que vous avez aussi une anecdote à nous partager? J'ai de très bons retours et ça fait ma joie. Vous savez, c'est écrit dans un livre saint qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, je le vis. J'ai pris pour habitude de donner à travers des vidéos, à travers des formations, souvent gratuites, souvent payantes. Mais j'ai à cœur de donner. Et je me rends compte aujourd'hui que les retours de toutes ces actions-là me reviennent comme des cadeaux. Beaucoup de personnes m'écrivent en inbox pour me dire merci, pour l'impact, pour l'oreille attentive que je leur porte. Eux qui rêvent de ce métier-là, mais qui ont eu du mal à trouver quelqu'un qui est comme un dévancier et qui peut leur montrer le chemin. Voilà. Donc, les retours sont très bons. Je me rends compte de plus en plus que j'ai un très bel impact sur ma communauté et je pense que ça va aller croissant. Je me prépare à cela, j'y travaille et je pense que les mois à venir, les années à venir, je ferai beaucoup plus que maintenant afin de véritablement impacter tous ces jeunes-là qui sont passionnés par le journalisme, par les médias et par les métiers de la voix. Il le faut parce que ce sont des domaines très importants. Le journalisme, par exemple, une société avec des journalistes passionnés, conscients de leur apport dans l'édification de la société, c'est une société qui se porte mieux, j'estime. Parce que les journalistes soignent la conscience, éveillent la conscience. Les journalistes sont les oreilles, les yeux, la bouche du peuple. Et donc, si on a une génération de journalistes passionnés, et puis à même de faire un travail de qualité, je pense que notre société va énormément bénéficier. Et donc, je me réjouis de cet impact-là et j'espère que Dieu me permettra d'avoir un plus grand impact sur ma communauté et au-delà. Nous l'espérons également. Alors, j'avais demandé également une anecdote. Une Lors de anecdote. vos sorties, vos prestations. Il y en a tellement, mais celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle d'un jeune frère qui me suivait. Je ne le connaissais pas. Et quelque temps après, j'ai fait sa connaissance sur les réseaux sociaux. Je l'appréciais beaucoup pour sa dextérité, pour son talent. J'ai retrouvé un petit bout de lui en moi. Franchement, j'ai retrouvé un petit bout de lui en moi. Jusqu'au jour où on se rencontre lors d'un événement et qu'il me dise avec beaucoup de reconnaissance que « Ah, Mr. Colombo, ça fait plus de 5 ans que je vous suis. Franchement, j'ai regardé toutes vos vidéos sur YouTube, je vous suis sur toutes vos plateformes et vous m'inspirez. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai fait ça, que j'ai fait ci. » Ce sont beaucoup d'exemples comme ça
qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, me réjouissent énormément. Je pense que nous sommes appelés à avoir de l'impact sur notre communauté. Et si Dieu me fait la grâce d'en avoir aujourd'hui sur ces centaines, ces milliers de jeunes en Côte d'Ivoire et au-delà, ben écoutez, moi, je suis tout heureux. Alors aussi, on sait que ce domaine est très compétitif. Très. Et s'il n'y a pas véritablement de passion, c'est pas vraiment évident d'y arriver. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez pu vous y insérer et construire finalement votre carrière? L'insertion dans le journalisme et dans les métiers de la voix n'a pas été facile. Je pense que j'ai levé un petit coin de voix tout à l'heure parlant du journalisme avec le syndrome de l'imposteur, avec le sentiment d'illégitimité qui nous monte dans le cœur. Mais pour moi, il faut ces trois valeurs que j'ai énoncées tout à l'heure. La passion. Il faut être passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné, ce serait prétentieux de se dire que un jour je veux devenir grand MC, une grande voix off, un grand journaliste. Tout commence par la passion. Il faut la passion. Et la passion, c'est celle qui nous permet de pouvoir faire face à toutes les difficultés qui viennent. On peut te mépriser, on peut te manquer de respect, on peut te rejeter, on peut te dire que tu ne vaux rien, tu n'as aucune qualité. Mais si tu es passionné, si le feu de la passion brûle en toi, tu peux surmonter toutes ces choses-là. Parce qu'au nom de la passion, on est prêt à surmonter, on est prêt à encaisser toutes choses. Et pour parler de la passion, je demande très souvent aux gens autour de moi, c'est quoi votre compréhension de la notion de passion? Les gens disent, la passion, c'est faire ce qu'on aime. Je dis, la question est bonne à moitié. Okay. La réponse à cette question, elle est bonne à moitié. Ce n'est pas que faire ce qu'on aime, mais la passion, c'est plutôt, pour être plus précis, accepter de souffrir pour ce qu'on aime. Ça, pour moi, c'est une réponse plus complète. Okay. La passion, c'est accepter de souffrir pour ce qu'on aime. Alors, si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour les métiers de la voix, pour le journalisme, avec tous les challenges que ces métiers-là demandent à surmonter, c'est pas la peine de commencer. Il faut être persévérant parce qu'il y aura des moments où ça n'ira pas bien. Vous aurez le sentiment que vous ne faites pas les choses assez bien. Vous aurez le sentiment que vous n'êtes pas assez bon comme X, comme Y. Vous aurez le sentiment que tout le monde est au-dessus de vous. Est-ce que si vous n'êtes pas persévérant, vous allez abandonner? Le MC, par exemple, il peut arriver qu'il fasse une mauvaise prestation. Ça peut arriver, quelles que soient vos années d'expérience. Ça peut arriver. Oh. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est très rare. C'est rare. Non, pas que c'est très rare. Aux yeux du public, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Le MC, lui seul, il sait qu'aujourd'hui, ce n'était pas bon du tout. Mais puisque c'est lui, le MC, puisque c'est elle, la MC, et puisque il ou elle est respecté du public, on ne voit pas trop si ce n'est pas trop flagrant. Mais il arrive souvent que les prestations ne sont pas trop bonnes, et nous, on le ressent. Mais à la fin, quand tu descends, tout le monde vous dit « Ah, félicitations, bravo, ah, c'était très bien ». Tu dis « Ah bon, donc Dieu merci ». Donc il faut être persévérant parce que ça ne va pas toujours aller comme on le veut. Et puis il faut être patient. Moi, je suis entré en journalisme en 2010, 2011. Ça fait aujourd'hui 15 ans, 16 ans. Pour être à un niveau acceptable où j'ai commencé à vivre de ce métier-là, où j'ai commencé à bénéficier de ce métier-là, il a fallu que je fasse, on va dire quoi, environ, c'est à partir de 2017. Hein. Jusqu'à 2025, 8 ans. 7-8 ans. C'est là que j'ai commencé à bénéficier. Wow. Donc, de la première année à la 7e, 8e année, là, si tu n'es pas patient, tu vas te dire, mais écoute, ça ne donne pas. Mais écoute, c'est compliqué. Change de voie. Ah, je change de voie. Alors que peut-être tu étais sur la bonne voie. Si, pendant les moments de difficulté en 2014-2015, où j'étais payé à 3 000 francs le mois, je n'exagère pas, 3 000 francs le mois, où après quand ils ont valorisé, c'est passé à 25 000 le mois, où je marchais d'Angré, du lieu de travail, à Yopougontois-Rouge, Carrefour Jean-Paul II, parce que je devais rentrer en famille en week-end. Je n'avais pas 500 francs. En ces moments-là, si je disais, non, c'est trop pour moi, je ne peux pas,
mieux je vais suivre la voie qu'on me montre, passer des concours, faire ceci, faire cela, des choses que je ne veux pas, mais mieux vaut je vais faire ça, parce que là, c'est compliqué. Si j'avais accepté ces pensées-là, je ne serais pas en train de vivre toutes ces choses extraordinaires que je vis aujourd'hui. Parce que je peux le dire, je mène une vie extraordinaire grâce à ces métiers que je pratique aujourd'hui. Donc, il faut être passionné, il faut être persévérant et il faut être patient. Un jour, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour toi va sortir. Voilà. Mais nous sommes tous unanimes du fait que sans financement, c'est impossible de continuer, même si nous sommes passionnés. Alors, quel est le conseil que vous souhaiteriez nous donner pour nous autres qui débutons dans le métier et tout? Moi, je vais dire que la passion arrive à bout de tout, même, même à bout du manque de moyens, je pense. Comme je l'ai dit, la passion, c'est un peu l'armure qui nous permet de traverser le feu. À l'époque, j'étais payé à 3 000. Bon, c'est vrai que je n'avais pas de charge, ça il faut le reconnaître. Je n'avais pas de charge, je vivais chez mon oncle, tonton Edipé, qui était journaliste aussi. Je vivais chez lui, donc je n'avais pas de charge. J'étais payé à 3 000. Mais je vais dire que je suis aussi persuadé que Dieu n'abandonne pas pour celui qui est sincère dans ce qu'il fait. Pour celui qui est sincère dans ce qu'il fait, qui donne tout, qui donne, je veux dire, qui n'est pas, qui n'économise pas ses forces. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un rêve. Dieu t'a donné un chemin. Tu en es persuadé. Souvent, on est persuadé que ce chemin-là, je dois l'emprunter parce que je le sens au fond de moi. On le sent. Mais en face de ce sentiment profond-là, il y a toutes les difficultés possibles, dont les difficultés financières qui sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé d'écouter? Est-ce que c'est cette voix profonde qui me dit, un jour ça va marcher, vas-y, continue. Aujourd'hui, tu marches, demain tu auras ta voiture. Aujourd'hui, on te méprise, demain on va te respecter. Aujourd'hui, tu n'as pas le niveau, la qualité que tu veux, mais un jour tu l'auras. Continue de travailler, ça va marcher. Il y a cette voix-là, il y a l'autre voix qui te dit, ah non, c'est chaud. Même 5 000, tu ne peux pas prendre pour payer ta facture de courant. Tu fais quoi là? Abandonne, Dieu, passe à autre chose. Il y a deux voies possibles. Tu fais ton choix. Donc c'est une question de choix. Moi, j'ai choisi de suivre ma passion. Là où beaucoup de personnes disaient, il fait quoi même? Il dit qu'il est né journaliste. Oh. Aïe, depuis quand il est né journaliste? Ah oh. Tu vois? Il y avait ce genre de paroles-là. Mais j'ai choisi. Donc c'est une question de choix. Tu choisis quoi? Tu choisis d'écouter quoi? Voilà. Chacun devra choisir. Et puis assumer plus tard. Alors, dans ce domaine particulièrement, je sais qu'il y a tellement d'opportunités que vous avez pu saisir à chaque moment que vous en avez eu l'occasion. Donc, essayez de nous parler un peu de ces opportunités-là pour, pourquoi pas édifier aussi ces personnes-là qui vont nous suivre plus tard. C'est vrai que dans le secteur des médias, particulièrement, il y a énormément d'opportunités. Mais quand on regarde à vue d'œil, on se dit, il n'y a pas d'opportunité, Ouais, c'est tout est compliqué, fermé, hein. c'est fermé, etc. C'est un réseau. C'est un réseau, on se dit que c'est fermé, c'est un réseau. Ça, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Je le dis parce que j'ai aujourd'hui bénéficié d'opportunités dont je n'avais aucune clé de réseau, de réseautage, aucune clé. Je connaissais personne, mais j'y suis entré. Donc ça veut dire que la vérité, c'est que on peut entrer dans ces opportunités-là en faisant fi de la réalité. La réalité va te dire que c'est compliqué, il faut de réseau, machin, tout ça. Mais la vérité va te dire que tu peux entrer là-bas, c'est possible. Alors, déjà, il faut faire son travail de façon excellente. Il faut être excellent dans ce que vous faites. Il faut poursuivre l'excellence. Il faut poursuivre absolument l'excellence. Il faut que je sois excellent dans mon domaine d'activité. Il faut que je me démarque. À qui est-ce qu'on donne les opportunités? À ceux qui se démarquent. À ceux qui se démarquent. La masse est là, on cherche à qui on va donner. Et puis on voit quelqu'un qui se démarque, qui brille, qui est là. On dit, ah, facilement il est détectable. Vous comprenez? Donc il faut être excellent dans son domaine d'activité. Il faut poursuivre l'excellence. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, il faut mettre la lumière sur soi-même. Aujourd'hui, beaucoup ont du talent, mais ne sont pas vus. Pourquoi?
Parce qu'ils ne mettent pas la lumière sur eux-mêmes. Toujours le syndrome de l'imposteur. Voilà, ils se cachent, ils se disent, ah, est-ce que je peux? D'autres, mais ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Hein. Ils ont l'assurance, mais ils ne savent pas comment se mettre en lumière. Aujourd'hui, on a des fabuleux outils comme les réseaux sociaux qui nous permettent, de nous mettre en lumière. Qui a les moyens d'aller faire sa publicité sur une chaîne de télévision aujourd'hui? Un jeune qui se cherche. Alors qu'il a la possibilité de faire sa communication sur des outils qui sont aujourd'hui plus puissants que les chaînes de télévision. YouTube. Quelle chaîne au monde peut rivaliser avec YouTube? Je n'en vois pas. Tu as accès à YouTube gratuitement. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as accès à Facebook gratuitement. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as accès à TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, tu ne mets pas la lumière sur toi-même. Tu attends qu'on vienne mettre la lumière sur toi. Mais chacun cherche son ampoule pour mettre sur lui-même. Donc, on doit communiquer sur le potentiel, le talent que Dieu nous a donné. Ce n'est pas faire du bling-bling, ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est de dire, écoutez, mais regardez le potentiel que Dieu m'a donné. Regardez ce que je suis en mesure de faire. C'est fabuleux, c'est incroyable. Regardez. Et quand les gens regardent, ton objectif, c'est de briller, certes, mais c'est de les inspirer et de les motiver. Aujourd'hui, moi, je publie des vidéos avec pour objectif principal de dire, de communiquer que c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux le faire aussi. Tu vois où je suis? Tu vois ce que je suis en train de faire là? Tu vois, là où je me trouve actuellement, le lieu où je me trouve actuellement, tu peux aussi être là. C'est possible. Donc, en communiquant sur les réseaux sociaux, en mettant la lumière sur moi-même, je veux inspirer. Donc, l'une des conditions pour bénéficier de ces opportunités-là, c'est de mettre la lumière sur soi-même. Moi, aujourd'hui, des gens m'ont contacté pour des opportunités rien que parce que j'ai été recommandé par quelqu'un qui me suivait. J'ai bénéficié du programme IVLP aux États-Unis, sélectionné par le gouvernement américain, parce qu'une diplomate américaine en fonction en Côte d'Ivoire que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas du tout, m'a recommandé auprès du gouvernement américain. Parce que je tiens bien mon compte LinkedIn, je tiens bien mon compte Facebook, c'est professionnel, je me prends au sérieux. C'est ça. Je ne mets pas n'importe quoi là-bas. Elle a vu, elle m'a suivi, elle s'est dit, mais tiens, il y a un jeune ici, je pense que lui, il peut participer au programme. Et c'est comme ça que je pars aux États-Unis, je fais 3 semaines. Je bénéficie d'une formation de qualité. On fait 5 États, 5 villes. Je découvre les États-Unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans payer 5 francs. Au contraire, tu y vas, on te donne une carte bleue, on te dit c'est ton argent de poche. Je pars à Dubaï 2 fois, invité par le Fonds monétaire international, invité par le gouvernement émirati pour des programmes, pour des événements, sans payer 5 francs. Je connais personne dans le gouvernement émirati, mais c'est vraiment l'image que vous renvoyez. Tu es fort, oui c'est bon, mais tu es fort là, c'est pour toi seul. Comment est-ce que tu communiques sur ta qualité là, sur ton niveau? Comment est-ce que tu communiques là-dessus? Si tu as une communication de qualité, tu te démarques, et quand tu te démarques, tu bénéficies d'opportunités. C'est une piste que je donne à mes frères et à mes sœurs. Bénéficions vraiment des réseaux sociaux. Sachons communiquer sur les réseaux sociaux. Soyons passionnés, soyons persévérants, soyons surtout patients. C'est pas parce que tu as publié une vidéo aujourd'hui que tu dois t'attendre à ce que ça fasse 10 000 vues. Ouais. Avant d'avoir 10 000 vues là. C'est peut-être après 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois, ça vient. Mais il faut être patient. Il faut aller tout doucement. Chacun à son tour et puis je pense que l'étoile de chacun va briller. Donc les opportunités sont là. Dernière chose, il ne faut pas attendre que les opportunités viennent à nous. Parce qu'on est dans cette posture-là très souvent. On attend que les opportunités viennent. Oui, ça peut venir. Souvent, ça vient. Mais il faut aller aussi à la quête des opportunités. Il faut aller chercher. Par exemple, des stages, des formations en journalisme. Il y en a, souvent gratuits. Il y en a, oui, il y en a. Il y a des organismes occidentaux, africains, qui lancent souvent des formations. Mais non seulement si tu vas à la quête de ces informations, il y a des plateformes qui existent. Va chercher, il y en a. On ne cherche pas. On est assis puis on dit, ça là, c'est les mêmes là qui bénéficient. C'est vrai. Nous, on est là, tu vois, on a cette mentalité-là, et puis on est assis. Vous comprenez? Et donc, il faut aller chercher ces informations-là. Et puis, si tu te vends bien, quelqu'un, je vais te voir, qui va voir une information quelque part, va dire, ah, tiens, et donc Esther,
J'ai vu un truc là, ça te concerne. Et puis, pam, et tu vois là, tu bénéficies et ça peut marcher. Et le truc, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que tu rentres dans un programme, Mhm. j'ai l'impression que ton nom est fiché, Ok. Facilement recommandable. facilement recommandable. Par exemple, je participe à IVLP, qui est organisé par le gouvernement américain. Mon nom est là-bas. Mhm. Donc, quand je postule pour un autre truc, ouais, les données là, ça se promène, hein, ça se partage. Donc, si un autre gouvernement ou bien un organisme lance un projet, mais on sait ils ont besoin de journalistes, Magnifique. quand je postule, mon nom, ils vont le taper, Yannick Diong, c'est qui? Et puis, vous voyez que, ah, ce monsieur-là, il a participé, il a été sélectionné par le gouvernement américain, ça veut dire que c'est quelqu'un de qualité. Fouillez un peu plus. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est quelqu'un de bien. On le prend. Mhm. Vous voyez comment ça fonctionne? Ouais. Voilà, donc il ne faut pas dormir. Allons chercher des informations. Il y en a, allons chercher. Levons-nous. Ça va prendre le temps que ça va prendre, Mhm. mais il faut s'armer de courage et puis foncer. Ne disons pas que c'est... Réseau là, oui, réseau existe. Comment tu avais pour entrer là-bas? C'est pas quand tu t'assois pour critiquer. Oui, c'est vrai. Par ton courage, par la qualité de ton travail, tu peux rentrer dans des réseaux. Mhm. Tu peux forcer l'admiration et puis rentrer. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a beaucoup avant nous qui sont partis de rien, vraiment rien du tout, Mhm. qui ont forcé l'admiration, qui ont forcé le passage, qui sont aujourd'hui devenus des références. Pourquoi pas nous? Alors, je sais que vous avez célébré 15 années d'expérience tout dernièrement. Et dites-moi, au cours de ces 15 années, est-ce que maintenant on s'arrête ou bien on se réinvente? On est condamné à se réinventer. Le monde va tellement vite, Oui. et le monde des médias, surtout, ça va tellement vite que si on ne soulève pas l'option de se réinventer, eh ben, on va dire que c'est la mort professionnelle. Voilà, c'est l'arrêt cardiaque professionnel. Il faut se réinventer. Là, après 15 ans, qui sont d'ailleurs passés comme si c'était 15 mois, 15 semaines, c'est passé très vite. Je pense déjà à mes 20 ans, à mes 30 ans de carrière. Waouh. J'espère que Dieu m'accordera la grâce de voir cet anniversaire-là et surtout de voir l'accomplissement de grandes choses qui bénéficieront à mon continent, l'Afrique. Ah, c'est très important. Est-ce que vous savez que c'est aussi un sacerdoce que vous faites là, celui d'inspirer, de motiver toute une génération? Et je crois que vous avez créé même la génération Colombo. Ouais. Pourquoi forcément une génération Colombo? Alors, je me dis que la tâche qu'incombe à notre génération, elle est grande. Nous sommes à un carrefour. L'Afrique développe de plus en plus un narratif axé sur la reconnaissance de sa valeur, l'affirmation de ce qu'elle représente. Et je me dis que tous ceux qui sont dans le secteur des médias et des métiers de la voix ont un rôle crucial à jouer. Dans l'élaboration de cette narration, les journalistes, ceux qui tiennent le micro, Mhm. ceux qui posent la voix dans des films, dans des documentaires, sur des spots, qui tiennent le micro dans des événements, sur des reportages, sur des plateaux de télévision, ont un rôle très important à jouer dans ce combat-là de valorisation de l'Afrique, d'affirmation de l'Afrique. Et donc, je me dis que notre génération a une chose importante à jouer dans cette part de combat-là. Et voilà pourquoi je me suis dit, je suis d'une génération de combattants, donc génération Colombo. Une génération qui pense comme moi, qui réfléchit comme moi et qui ne se donne aucune limite. Voilà. Donc pour moi, la génération Colombo, c'est ça. C'est tous ces jeunes passionnés par les médias, par les métiers de la voix, qui rêvent grand et qui se disent qu'à travers la qualité de leurs prestations, pourront élever l'Afrique à un niveau auquel on rêve tous. Aussi, je crois qu'il est important d'avoir des mentors dans ce domaine. Sur une échelle de 1 à 10, euh, à quelle note, sinon, quelle est la note que vous donneriez à une personne qui n'a pas de mentor? La personne qui n'a pas un mentor, véritable mentor qui le propulse, il a moins de chances que celui qui a un mentor. Bon, je dirais 6 ou 7. Parce que faut pas aussi se mentir. Sans mentor, on peut réussir.
Vraiment. Oui, je pense. Sans mentor, on peut réussir. Je ne pense pas que tous ceux qui ont réussi, ils ont réussi sur la base des conseils d'un mentor. Ça peut arriver. Mais euh, avoir un mentor nous donne beaucoup plus de chances d'y arriver. Le mentor que j'ai eu, euh, c'est un pasteur. C'est le révérend pasteur Lee Yong-do. Il est sud-coréen. C'est lui qui, déjà, donne l'impulsion à la création de l'entreprise de communication qui a porté Tomorrow Magazine. Donc, il crée l'entreprise, il crée toutes les conditions et il demande à des jeunes passionnés par les médias d'y entrer et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc, il leur donne carrément, gérez, vous êtes passionné par ça, je trouve que les médias c'est important, allez-y. Vous comprenez? Et je rentre dans l'aventure et je bénéficie aujourd'hui de tout ce que Tomorrow a pu réaliser en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Et c'est ce même mentor-là qui me dit, en 2014, Yannick devient le meilleur journaliste d'Afrique. C'est une simple phrase, une simple et petite phrase qui peut paraître utopique, un peu trop grande, devient le meilleur journaliste d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas fait d'études en journalisme, je sentais me débrouiller ici, et puis il lance comme ça, devient le meilleur journaliste d'Afrique. Mais ce mentor-là, il portait je veux dire, une vision. Il avait, lui, une manière de me voir que moi-même, je n'avais pas. Donc, c'est ça le rôle du mentor. Il te donne la vision que tu n'as pas, parce que tu es encore dans ta petitesse, tu es encore dans tes inquiétudes, dans tes habitudes, dans tes limites. Tu baignes encore là-dedans. Mais lui, puisqu'il a une vue un peu panoramique, merci pour le mot, sur toi, il voit ton potentiel, il voit tes capacités, il sent que toi, tu peux faire quelque chose. Donc, il te pousse à sortir de toi-même, de tes limites, et puis à développer des choses plus grandes. Quand il m'a dit ça, j'ai souri dans mon cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? C'est trop grand. Mais au fur et à mesure qu'on avance, devient le meilleur journaliste d'Afrique. Ça devient quelque chose qui me parle de plus en plus. Et je me rends compte que toutes les opportunités que j'ai ici et là sont des opportunités qui sont en train, ce sont des parcelles, des ponts qui peuvent m'emmener à devenir, pourquoi pas, un jour le meilleur journaliste d'Afrique. Ça passe par intégrer de grands médias, à faire lancer de grands programmes, de grands projets, faire de grandes interviews, vous comprenez? Donc voilà, c'est important d'avoir un mentor. Et celui qui n'a pas un mentor, c'est 2 fois, 3 fois plus difficile pour lui. Parce qu'il n'a pas forcément la vision, il n'a pas forcément l'expérience, il n'a pas forcément le vécu. Donc si tu as quelqu'un qui a tout ça, qui est à côté de toi, c'est plus facile. Pourquoi choisir la méthode la plus difficile? Voilà. Aussi, nous savons que vous avez représenté, sinon vous représentez de grands médias, que ce soit en Côte d'Ivoire comme aussi à l'international. Et vous avez aussi pu faire plusieurs interviews. Quelle a été l'interview qui vous a le plus marqué? Oh, j'ai fait de très belles interviews. Je dirais, sans prétention aucune, hein, plus une centaine d'interviews. Wow. Dans le cadre de Tomorrow Magazine, qui était un mensuel. Et on mettait à la couverture chaque mois un jeune Africain qui était à même de créer l'émulation. Donc, vous prenez dans l'année, ça fait 12 interviews. Tomorrow, c'est depuis 2010-2011. Et on a arrêté les parutions en 2021. Donc, quand vous prenez le nombre d'années, vous multipliez par 12. Au-delà de Tomorrow, il y avait d'autres programmes qu'on faisait. Donc, j'ai fait de très belles interviews. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est l'interview avec Didier Drogba. Bon, ce sont les interviews avec la légende du football. J'en ai fait 3 avec lui, ce qui déjà est une très très grande grâce. Avoir ce personnage 3 fois sur son plateau, en train de lui faire une interview, c'est assez exceptionnel pour un jeune journaliste. Et des 3 interviews, celle qui m'a le plus marqué, c'est la 3e. Parce que c'est au cours de cette interview-là qu'il parle pour la toute première fois de sa bouche, de ses ambitions de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il n'en avait jamais parlé personnellement sur aucun plateau, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Occident. Jamais parlé. Et il m'a fait l'honneur d'en parler, l'exclusivité mondiale d'en parler sur mon plateau. Et pour un journaliste,
il n'y a pas meilleur. Et j'ai vraiment apprécié cette interview-là, où il a été vraiment sincère dans ses dires. Et voilà. Apparemment, cette interview-là, sinon cette interview vous a beaucoup marqué. Oui, beaucoup. Beaucoup. Je pense que ça a été aussi un tournant décisif dans ma carrière, parce que quand vous êtes jeune, on ne paye pas cher votre peau. Ouais. On ne vous croit pas capable de faire ce genre de choses, d'avoir ce genre d'exclusivité. On ne vous voit pas à ce niveau. Vous comprenez? Et je pense que après cette interview, qui a été d'ailleurs partagée par de grands médias à l'international, au niveau local également, je pense que quand même, les gens ont retenu ma petite tête et ils ont commencé à mettre un petit respect sur la petite personne que je suis. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Je l'avoue, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Pour vos différentes scènes, d'abord, j'aimerais poser la question de savoir quelle est la différence entre un journaliste et un maître de cérémonie. Ce sont Alors, tous deux des métiers de la voix, hein, donc, le journaliste n'est pas systématiquement un métier de la voix. C'est vrai que le journaliste, par moment, peut utiliser sa voix comme outil de travail. Par exemple, pour les journalistes qui sont appelés à faire des pistes aux caméras, c'est-à-dire des éléments face à la caméra avec un micro, des journalistes qui doivent poser la voix sur des reportages, donc faire des voix off. Donc, le journaliste peut utiliser sa voix comme outil de travail, mais la voix n'est pas systématiquement un outil de travail. Par exemple, on a des journalistes qui sont dans la presse écrite, qui ne parlent jamais, qui écrivent. Ils n'utilisent jamais la voix. Alors, la différence entre le journalisme et la maîtrise de cérémonie, elle est toute évidente. Le journaliste est le métier qui consiste à aller à la quête de l'information, à vérifier ou recouper cette information et à la diffuser sur un canal bien déterminé. Ça peut être la télévision, la radio, tout ce que vous voulez, Internet et tout ce qui vient après. Le maître de cérémonie, il n'a pas pour travail d'aller à la quête de l'information. Le maître de cérémonie, son travail, c'est de veiller à la bonne articulation d'un événement. Donc, lui, il tient le micro pour faire en sorte qu'un événement, une cérémonie, une fête puisse bien se dérouler. Donc, il faut que ce soit cohérent dans l'articulation, les différentes parties d'un mariage, par exemple. Il y a l'entrée des mariés. Les mariés rentrent, ils vont faire un petit ballet, danser un peu, ils vont s'asseoir. Après, il y a la prière d'ouverture. Après, il y a la bénédiction nuptiale, il y a la nourriture. Bon, beaucoup d'éléments qui constituent la cérémonie de mariage. Le maître de cérémonie, il constitue un pont entre ces différentes articulations-là pour que ce soit harmonieux et cohérent. Ça, c'est son travail. Donc, vous voyez que quand on parle même des définitions des deux métiers, on se rend compte que c'est carrément différent. Il y a, par contre, des journalistes qui sont maîtres de cérémonie. En même temps. En même temps. Je suis journaliste, je suis maître de cérémonie. Mais il y a des journalistes qui ne sont pas maîtres de cérémonie, qui ne savent même pas comment on attrape un micro, qui ne savent pas parler en public. On pense que journaliste, ça veut dire celui qui sait parler. Pas forcément. Ouais. Il y a des journalistes qui travaillent dans la presse écrite, qui ont du mal à parler en public, mais ils ont une plume de qualité, ils savent écrire. Voilà, donc il faut vraiment faire cette différence-là. Et il y a aussi cette histoire d'animateur et journaliste. On pense que tous ceux qui passent à la télévision sont journalistes. C'est faux. À ma connaissance, quelqu'un comme, si je ne dis pas de bêtises, hein, un grand frère, un doyen comme Didier Bléou, il n'est pas journaliste, il est animateur. Mon frère, Jean-Michel Onin, il n'est pas journaliste, il est animateur. Par contre, quelqu'un comme le confrère Ali Diarasouba, il est journaliste, mais en même temps, il anime. Voilà, donc faisons attention, ce ne sont pas tous ceux qui passent à la télévision qui sont journalistes. Il y a des journalistes qui tiennent le micro, il y a des journalistes qui ne tiennent pas le micro, il y a des animateurs qui ne sont pas journalistes et qui passent à l'écran. Comment vous vous préparez mentalement avant toutes vos apparitions? Où je dois prendre la parole en public, je dois... Alors, ça, c'est très important
euh, la préparation, l'état d'esprit dans lequel il faut être avant de prendre la parole en public, avant de faire la maîtrise de cérémonie. Parce que cette étape-là, si on la rate, on rate même la cérémonie, on rate la prise de parole en public. Et dans les formations que je donne, pour moi, c'est la chose la plus importante. Je parle de la psychologie de l'orateur. On commence mes formations avec ça. On commence pas mes formations avec avoir une belle voix, la posture, le regard et tout ce que vous pouvez imaginer. La diction. Non. Pour moi, toutes ces choses-là sont importantes, mais elles sont secondaires. La chose la plus importante, c'est l'état d'esprit de l'orateur, du conférencier, du maître de cérémonie. L'état d'esprit. Si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, mais que vous avez une belle voix, vous aurez beaucoup de mal. Si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, mais vous avez un beau visage, une beauté apparente, élégant, mais vous n'avez pas l'état d'esprit, vous allez souffrir. Donc, tout part par l'état d'esprit de l'orateur. Donc, avant toute cérémonie, je me dis, l'état d'esprit requiert que je me dise, tout va bien se passer. Tu es le maître de cérémonie. Regardez même l'appellation de notre métier. On dit maître. Tu es le maître de cette cérémonie, mais tu arrives là-bas comme un esclave. Tu as peur de prendre le micro, tu as peur du public. Ça, ce n'est plus le maître de cérémonie, ça, c'est l'esclave de la cérémonie. Donc, l'état d'esprit que j'ai, c'est l'état d'esprit du maître. Le maître, quoi, il n'a pas peur. Il est plein de confiance. Quand il arrive, quand il prend la parole, dans l'intonation de sa voix, on sent qu'il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance dans son travail. Donc, c'est cet état d'esprit-là que je travaille depuis de longues années. Ça fait que, et donc, Esther, si tout de suite on me prend, on me dit, viens en bas, il y a une cérémonie, viens prendre le micro, j'y vais. Parce que j'ai l'état d'esprit. Mais si je n'ai pas l'état d'esprit, que j'ai une belle voix, et qu'on vient me prendre là tout de suite, descends, je dirais non, je ne suis pas prêt, je ne peux pas. Non, je ne suis pas à mesure, je vais trembler de tout mon corps, parce que je n'ai pas l'état d'esprit. Donc la chose la plus importante à travailler, pour tous ceux qui sont orateurs, qui font des travaux, ou qui ont des métiers où on doit prendre la parole, c'est l'état d'esprit qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre. Le premier chapitre, la psychologie de l'orateur, c'est la porte d'entrée pour devenir un grand tribun, un grand orateur. Il faut travailler l'état d'esprit. Donc, c'est ce que je fais tous les jours avant de prendre le micro. C'est vrai que dans votre livre, il est écrit qu'il y a une différence entre un grand MC et un bon MC. Un bon, oui. J'aimerais que vous puissiez nous en dire plus. Alors, dans le livre, j'en parle, j'ai dit, il ne faut pas aspirer à n'être qu'un bon MC. Il faut chercher à devenir un grand MC. Le bon MC, c'est celui qui sait parler, qui a de la prestance. Mais le grand MC, c'est celui-là qui, en cas d'imprévu, en cas de difficulté, arrive à maintenir la cérémonie et à lui donner sa beauté. Bien qu'il y ait eu des imprévus qui ont survenu, etc., etc. Beaucoup pensent que la maîtrise de cérémonie, c'est savoir parler. Mais ces personnes qui ont ce genre de pensée-là déchantent. Tu sais parler, d'accord. Tu maîtrises la langue de Molière, c'est bien. Tu prends le micro, tu sais bien t'habiller, tu es beau, tu es belle. Et en pleine cérémonie, on dit paf. Coupure de courant. Ou bien tu annonces un orateur, on dit il n'est pas là. Il y a ce genre d'imprévu-là. Qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'on voit le grand MC. Le bon MC, quand tout va bien, tout le monde applaudit. Il est bon. Oh, il est bon, elle est bonne. Mais le grand MC, c'est là qu'on le voit. Donc, aspirons à devenir de grands MC. Le grand MC, c'est celui qui sait faire face aux obstacles, aux challenges. Mais le bon, c'est celui qui est bon quand tout va bien. Super. Nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Déjà? Mais avant, comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Le livre, il est disponible sur Abidjan, sur Lomé, sur Cotonou, sur Dakar, sur Bouaké, sur Man, Korogo. Donc, je donne en même les villes. Le livre est disponible. Bientôt sur Ouagadougou, Bamako, N'Djamena, Conakry. Alors, si vous voulez le livre, il y a des contacts. Hein. Ce n'est pas... moi, ils ne vont pas à la librairie. Hein. Non. Moi, mais ils vendent mon livre.
Donc sur Abidjan, par exemple, vous n'avez qu'à me contacter et voilà, mon équipe se charge de vous livrer votre Gratuitement? livre. Le temps de la gratuité est passé. Au début, quand est sorti le livre, la livraison était gratuite. Je ne sais pas, quand tu as acheté pour toi, là, hein, Enoch, est-ce que c'était gratuit? Pas du tout. Tu as payé, non? Ah, au début, c'était gratuit. Mais non, la livraison, voilà, faut payer la livraison. C'est pas cher. Donc voilà, et puis il est disponible également sur Amazon. Ouais. Voilà, disponible sur Amazon en format papier et en format numérique. Numérique. Alors, nous sommes au terme de ce podcast édifiant avec Mister Colombo. Quelle richesse, quelle profondeur et surtout merci à notre invité Mister Colombo Merci, pour Enoch cette Esther. générosité dans le partage. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement écouté un maître de cérémonie, nous avons découvert un homme qui incarne à la fois l'élégance, la discipline et le talent. À vous qui nous écoutez, si vous aspirez à prendre la parole, à animer et à inspirer, ce podcast est à réécouter et à partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, restez brillants, restez audacieux et comme Mister Colombo a l'habitude de le dire, demain Demain sera meilleur. sera meilleur.